Bonjour, chronique littérature aujourd'hui avec un gros morceau, un grand classique de la littérature japonaise, le Dide Heike. Alors il y a quelque temps de cela, dans mon approche de la littérature classique japonaise, j'avais lu et beaucoup apprécié le Dide Hogen et le Dide Heiji, rassemblés dans un même volume, ouvrages qui forment les deux premières parties du cycle épique des Taira et des Minamoto, comptant la longue crise au XIIe siècle de l'ère chrétienne, qui a précipité la fin du Japon classique pour le plonger dans le Moyen Âge. En tant que tel, ces récits historiques éventuellement condensés avaient quelque chose de tragédie, ainsi qu'en fait la remarque l'éminent traducteur René Sieffert, au sens le plus strict, car respectant globalement la règle des trois unités. Mais le troisième et dernier temps du cycle, qui est aussi et de loin le plus connu, au point en fait d'être probablement un des plus importants ouvrages de la littérature classique japonaise, aux côtés disons du Di de Genji, est un ouvrage d'une toute autre ampleur et à l'approche bien différente, à tel point qu'il relègue presque les deux précédents dits, avec leurs qualités certaines, au rang de prologue. C'est le Dide Heike, gros volume, il fait dans les 800 pages hors préface, les deux dits précédents du cycle faisaient chacun moins de 150 pages, qui s'éloigne des seuls événements ayant eu lieu dans la ville, entendre par là la capitale, Heian, futur Kyoto, pour embrasser le Japon entier, et non à l'occasion de l'évocation d'un coup d'État sur une période somme toute brève de quelques mois au plus. À l'ampleur géographique répond une ampleur historique qui fait s'étendre le récit sur plusieurs années et même décennies, disons toute la seconde moitié du XIIe siècle, les deux dits précédents se concentrant sur des événements aux alentours des seules années en 150-160. Par ailleurs, il nous faut revenir sur ce caractère de classique essentiel de la littérature japonaise. La popularité du Dide Heike y est pour beaucoup. L'œuvre sans cesse narrée par les moines aveugles s'accompagnant au biwa, au fil de longs siècles d'errance et de spectacle, mais le fait est que l'ouvrage, y compris dans sa dimension orale, a participé à la création d'une langue commune littéraire. Fait nouveau alors, mais le Dide Heike était déjà de manière générale une forme de littérature nouvelle, associée au développement du genre romanesque, mais tranchant sur les œuvres antérieures en abandonnant le seul cadre courtisan. Rien d'étonnant à cela, puisqu'il s'agit bien de témoigner de la fin d'un monde et de l'avènement d'une nouvelle classe dirigeante constituée par les bushi, les guerriers, tout particulièrement ceux du Japon de l'Est, selon une scission culturelle qui fait toujours sens aujourd'hui. Et en tant que récit guerrier, le Dide Heike, au fil des récitations par les moines biwa dans un contexte populaire, a fini par acquérir tous les caractères d'une épopée nationale. Peut-être est-ce pour cela que l'on y trouve des modèles aussi bien dans les deux camps qui se déchirent, en tenant compte en effet d'une spécificité du dit dans ce registre. Le récit n'est pas celui d'une union nationale contre un ennemi extérieur, et d'autant plus facile à identifier, mais celui de tragiques dissensions internes tournant à la guerre civile, avec les drames qui lui sont propres, en sus des drames de toute guerre. La lutte est ici fratricide, et ce n'est d'ailleurs pas toujours une métaphore, les frères qui se déchirent littéralement étant nombreux. Aussi, au terme de tout cela, plus que la gloire à la façon du roman national, c'est un sentiment d'amertume qui domine. D'ailleurs, le Dide Heike, en constituant bien une forme de couronnement d'une œuvre, sans exclure loin de là des traditions parallèles et ou des compléments ultérieurs, comme les très populaires récits narrés à partir du XIVe siècle ayant Yoshitsune pour héros, confère à l'ensemble du cycle épique des Taira et des Minamoto un sens profond qui élève le récit politico-guerrier aux considérations religieuses, morales et philosophiques. Le thème de l'inconstance du monde, certes déjà sensible dans les dix précédents, comme dans bien d'autres œuvres japonaises classiques, je vous renvoie pour quelques titres à l'excellente anthologie 1000 ans de littérature japonaise, ce thème donc est affiché avec force dès les édifiantes premières lignes du dit. Du monastère de Gion, le son de la cloche, de l'impermanence de toute chose et la résonance. Des arbres chalas, la couleur des fleurs démontre que tout ce qui prospère, nécessairement, déchoit. L'orgueilleux certes ne dure, tout juste pareil au songe d'une nuit de printemps. L'homme valeureux de même finit par s'écrouler, ni plus ni moins que poussière au vent. Dès lors, cette entrée en matière fait figure de note d'intention prophétique, orientant nécessairement la lecture. Nous avions vu dans les précédents dits l'élévation des Heike et de leur chef Kiyomori. Le présent dit comptera leur chute, et même leur anéantissement. Ce thème fondamental trouve ainsi à s'illustrer à chacune des pages du Dide Heike, ou presque. Mais il y a peut-être une nuance. Le sentiment de la fin d'un monde, si prégnant dans les deux dits précédents, et dont témoignent bien d'autres ouvrages de la littérature contemporaine ou immédiatement postérieure, je vous renvoie une fois de plus aux splendides Notes de ma cabane de moine de Kamo no Choumei, demeure dans ces pages,
Oui, mais la donne change peut-être un peu. Peut-être n'est-ce que la fin d'un monde et non du monde, quoi qu'on ait voulu en dire sur le moment, en se fondant sur des prophéties bouddhiques. Le dernier âge du monde, expression qui revient souvent, avec aussi l'évocation d'un siècle dégénéré. Peut-être y aurait-il encore quelque chose après, quelque chose d'autre. Je vous renvoie, cette fois, à l'histoire du Japon médiéval, Le monde à l'envers, de Pierre-François Souiri. Ce sont là les multiples et colossales forces du Didaike, à proprement parler un monument. Mais c'en est aussi, non pas une faiblesse ou une limite, un terme qui ne serait guère à propos, mais disons une difficulté essentielle. L'ouvrage, d'une complexité inouïe, faisant appel à des dizaines voire des centaines de personnages pas toujours bien faciles à identifier, du fait d'épithètes changeants en rapport surtout avec leurs titres et charges de fonctionnaires, j'y reviendrai plus loin, dans un cadre historique et géographique que le lecteur occidental lambda tel que votre serviteur n'appréhende pas très bien, sans même parler du contexte culturel et religieux, tout cela est, disons-le, quelque peu indigeste. Aussi ai-je pris mon temps pour le lire, parce que si l'on vaut assurément la peine, il est aussi régulièrement susceptible de susciter une forme d'overdose. Nous en étions à la fin du dit de Heiji à la consolidation du pouvoir de Kiyomori, chef du clan guerrier des Heike, ou Taira. Il était en fait devenu le maître absolu du Japon, ayant éliminé ses principaux rivaux. Fujiwara no Nobuyori, du clan des régents, Minamoto no Yoshitomo, chef du clan guerrier rival des Minamoto ou Genji, l'étonnant Shinsei aussi, ce moine que l'on qualifiait du titre de bas conseiller religieux, mais qui n'avait certes rien de bas, au regard du pouvoir du moins. Par ailleurs, l'empereur régnant était alors un enfant, et l'empereur retiré, un sournois bonhomme, mis hors d'état de nuire. Kiyomori ayant définitivement supplanté les régents Fujiwara, en s'accaparant leurs titres et en adoptant leur politique de mariages impériaux, il n'a plus rien pour lui faire face. Quand, en 1167, il devient grand ministre, celui que l'on appelle bientôt, c'est son principal qualificatif dans l'ensemble du Didaike, le ministre religieux, car il s'était prétendument retiré du monde, mais dans les faits cela n'avait rien changé, le ministre religieux donc dispose d'un pouvoir absolu et proprement dictatorial, qu'il exercera de la sorte jusqu'à sa mort en 1181. Le dit de Hogen et le dit de Heiji nous avaient déjà dépeint un homme d'une grande arrogance, assoiffé de pouvoir et guère étouffé par la morale. Le dit des Heike en rajoute encore dans cet ordre d'idées. Kiyomori, bien conscient d'être le seul maître à bord, en use et en abuse, au gré de véritables programmes politiques parfois et très ambitieux, mais aussi de simples et tragiques caprices d'autrefois. Il agace presque autant qu'il effraie. Ainsi, par exemple, en raison de son népotisme outré, si personne n'ose en faire la remarque. Il réserve tous les offices ou presque de la complexe administration impériale à des membres de son clan, mais au premier chef, les titres des régents Fujiwara, qu'il s'agit donc de chasser définitivement du pouvoir. Les mariages impériaux, d'une certaine manière, procèdent de la même politique, justement reprise des Fujiwara, mais qui n'en fait pas moins jaser ceux qui n'y voyaient pas forcément d'inconvénients jusqu'alors. Le point culminant du despotisme de Kiyomori aux yeux des contemporains sera cependant tout autre. La tentative de déplacer la capitale politique de Heian, Kyoto, à Fukuhara, sur le site de l'actuel Kobe. Politique très malvenue, plus que tout autre auparavant, et qui scandalise outre mesure, au point de figurer dans la litanie des catastrophes ouvrant les notes de ma cabane de moine de Kamo no Chomei, aux côtés des séismes, incendies et inondations. La tentative s'avère vite infructueuse et sera abandonnée, mais le mal est fait. Aussi Kiyomori s'est-il progressivement constitué un réseau toujours plus dense et ample d'ennemis. Chacune de ces étapes n'en apparaît que davantage comme étant une confirmation de l'ouverture prophétique du dit « tout ce qui prospère nécessairement déchoit et l'orgueilleux certes ne dure ». Nous n'en sommes pas encore tout à fait là. Mais d'ici à l'ultime outrage du transfert de la capitale, bien des choses se produisent, et au sein du clan des Heike, l'arrogance ne manque pas, le ministre religieux n'étant pas le seul à en faire la démonstration. À l'apogée de la puissance du clan, un proche, beau-frère de Kiyomori, je crois, n'hésite pas à dire « Quiconque n'appartient à notre maison doit être tenu pour moins qu'un homme », ce qui n'arrange guère les choses. En fait, parmi les Taira, il n'est peu ou prou qu'un homme pour blâmer les excès de Kiyomori et le sermonner le cas échéant, et c'est son propre fils aîné, Shigemori. Le sire de Komatsu, comme on l'appelle le plus souvent dans ces pages, a beau être le successeur désigné de Kiyomori à la tête du clan, en fait d'ores et déjà son chef théorique, puisque Kiyomori est censé être entré en religion, et en outre un ministre de haut rang du fait de ses largesses, il n'hésite pas à le reprendre et à lui tenir des discours hardis, longs et précis exposés de philosophie politique, toujours teintés de morale, que personne d'autre sans doute n'aurait pu se permettre.
Il est vrai qu'en agissant ainsi, le sire de Komatsu n'était pas forcément un rebelle, mais un fils dévoué. C'est, disons-le, un des personnages les plus charismatiques du livre, et peut-être le seul à être véritablement sympathique de tous les principaux acteurs du drame, encore que sa posture morale puisse agacer. Sa fin n'en sera que plus tragiquement ironique. Le sage, celui en qui l'on voulait voir l'espoir du clan, tombe malade et meurt. Et l'on ne cesse alors de répéter avec assurance et non sans arrière-pensée qu'il avait auparavant prié les dieux, leur demandant de faire qu'il meure avant le déclin de sa maison, si les forfaits de son père devaient avoir de funestes conséquences. C'est ainsi que s'achève au livre troisième le premier acte du dit Heike, avec des connotations surnaturelles qui reviennent de temps en temps dans ce troisième dit, qui était peu ou prou absente des deux précédents. Or, peu avant, Kiyomori avait infligé un autre outrage, et considérable aux yeux de ses adversaires, en destituant l'empereur régnant pour que prenne la place son petit-fils, né d'un accouchement difficile et âgé de quelques mois à peine, un fait sans précédent. Les opposants, dans les cercles de l'empereur retiré, des Fujiwara, des familiers de Shinsei, les Genji ne sont pas encore vraiment de la partie, y reviennent sans cesse, ainsi que le sire de Komatsu, qui quittera donc bien vite la scène. Mais c'est après la mort du sire de Komatsu que l'opposition ne s'en tient plus aux ruminations et commence à avoir des aspects militaires, et à impliquer plus frontalement des membres du clan Genji, ou Miyamoto, et leurs familiers. Or, il ne reste que bien peu de Genji à proprement parler, suite au massacre ayant conclu le dit de Hogen et le dit de Heiji. Il y a cependant, à la tête du clan, celui qui porte tous ses espoirs, Yoritomo, le fils préféré de Yoshitomo, qui était le chef du clan quand il fut abattu en Heiji. Yoritomo, impliqué dans l'affaire, n'avait dû la vie sauve qu'à une mansuétude inattendue de Kiyomori, désireux de satisfaire aux suppliques d'une dame. Le clan des Heike ne tarderait guère à se mordre les doigts de cette générosité impulsive et si improbable. Parmi les Genji survivants, il en est cependant un autre de grande importance dans le dit des Heike, à savoir Yoshitsune, neuvième fils de Yoshitomo et demi-frère de Yoritomo. Nous aurons l'occasion de le voir briller. C'est pourtant un autre Genji qui ouvre les hostilités de manière tout à fait inattendue, le vieux Yorimasa. Un Genji, oui, mais qui, en Heiji, avait trahi Yoshitomo en pleine bataille pour rallier impudemment les Heike vainqueurs. Or le traître, maintenant âgé de 70 ans, est révolté par l'insolence de Munemori, fils de Kiyomori, son successeur désigné depuis la mort de Shigemori, le sire de Komatsu. Son complot est toutefois déjoué. S'ensuit la bataille du Ponduji, que l'on considère comme étant la première grande bataille de toute l'histoire du Japon, et qui est donc aussi la première grande scène épique du dit des Heike, au cours de laquelle les cavaliers des Taira l'emportent par leur audace. Ça reviendra souvent dans le dit, mais contre les Heike. Leur audace dont ils font la preuve en traversant à gué une rivière en crue. Le vieux Yorimasa, se sachant vaincu, se suicide. Il ne sera certainement pas le seul tout au long de cette tragique histoire. Cet épisode a-t-il joué un rôle en renforçant l'arrogance des Heike? C'est en tout cas à cette époque que Kiyomori décide du transfert de la capitale à Fukuhara, décision qu'il paiera très cher. Là encore, comme à la mort du sire de Komatsu, on évoque de nombreux signes surnaturels, des prodiges de toutes sortes, qui, à l'instar de la cloche du monastère de Gion évoquée au tout début du roman, sont autant d'occasions de rappeler, même si loin des oreilles de Kiyomori dans le doute, que tout ce qui prospère nécessairement déchoit et que l'orgueilleux certes ne dure. Car les Genji commencent à s'agiter, et ceci du fait surtout d'un bien curieux personnage, un moine du nom de Mongaku. Pour l'anecdote, il est le héros sous le nom de Morito du célèbre film La Porte de l'Enfer. Mais en fait de symptômes, il est plutôt douteux. Et il précipite les événements en se rendant auprès de Yoritomo, devant lequel il exhibe le crâne de son père Yoshitomo pour l'inciter à la révolte. En fait, ce n'est pas du tout le crâne de Yoshitomo, mais le crâne d'un soldat prélevé au hasard. Mongaku reviendra bien plus tard, à la fin du dit, et donc après la victoire de Yoritomo, pour montrer au vainqueur un autre crâne, en lui assurant que cette fois c'est bien le vrai. Mais ce n'est pas tout. Mongaku se rend ensuite auprès de l'empereur retiré, cloîtré à Fukuhara, et en obtient un décret ordonnant aux fidèles Genji d'anéantir les Heike rebelles à la cour. Aussi improbable que cela puisse paraître, mais le contexte y a bien sûr une part prépondérante et difficile à appréhender avec le recul, ces manigances du curieux moine produisent leur effet. Autour de Yoritomo furieux, les Genji assemblent une immense armée. Or, les Heike se doutent que cette rébellion-là, plus massive, ne sera pas aussi facile à mater que celle du vieux Yorimasa. Mais c'est en outre pour eux le pire moment. Dans la foulée du transfert de la capitale, ils multiplient les erreurs politiques et stratégiques, tout en étant aussi victimes de coups du sort.
qu'il est tentant pour les contemporains de qualifier de signe prophétique une fois de plus. Ainsi de la question des moines. Kiyomori, depuis qu'il avait obtenu le pouvoir absolu, avait régulièrement eu maille à partir avec les moines de divers ordres solidement implantés autour de la ville. Ces moines n'ont d'ailleurs pas forcément le beau rôle dans le Didaike, toujours très à cheval sur leurs privilèges, volontiers cupides, parfois fourbes, militarisés en outre. Ils n'ont pas grand-chose d'admirables dévots et de saints hommes. Quoi qu'il en soit, Kiyomori, à plusieurs reprises, a dû rappeler aux moines qu'il était le chef. À cette époque, il confie à son quatrième fils, Shigaira, le commandement d'une expédition punitive dirigée contre les moines de Nara. Las, une méprise quant aux ordres donnés, débouche sur l'incendie du monastère et la disparition de ses nombreux trésors artistiques et religieux. Shigeira est dévasté par ce malentendu aux tragiques conséquences, mais le mal est fait. Consternation générale. De plus en plus de monde se rassemble autour des Genji, que l'on disait à jamais vaincus, mais tout semble alors démentir ce constat un peu trop hâtif. Ce sont maintenant eux qui ont le vent en poupe, quand le prestige des Heike ne cesse de dégringoler. Et les événements se précipitent, systématiquement défavorables au maître du Japon. L'ancien empereur, gendre de Kiyomori, décède. Un mauvais signe, encore un. Mais peu après, c'est Kiyomori lui-même qui meurt, et dans d'atroces souffrances, en châtiment de ses nombreux péchés. Ainsi s'achève le livre 6e, sur 12, sans compter l'épilogue dit du livre des aspersions, qui précipite soudain la fresque politique en chronique épique d'un colossal affrontement militaire, inédit dans le Japon de Heian. Mais la situation se complique de manière imprévue. Alors même que l'armée de Yoritomo avance toujours un peu plus en direction de la ville, son cousin Yoshinaka, le sire de Kiso, se rebelle dans les provinces du Nord, autour des montagnes que l'on qualifiera plus tard d'Alpes japonaises. Yoshinaka est un des personnages les plus charismatiques du Didaike, s'il n'est pas forcément très sympathique lui non plus. Le sire de Komatsu est vraiment une exception. Tout sauf un courtisan, il est un rustre et fier de l'être, qui ne mâche pas ses mots, au point de scandaliser considérablement les dignitaires qui ont affaire à lui, encore imprégnés des manières feutrées de Heian. Il est par ailleurs rusé, pour ne pas dire fourbe, et d'une grande ambition, qui n'a sans doute rien à envier à celle de Yoritomo et Yoshitsune, autres personnages pas forcément très recommandables. Quoi qu'il en soit, Munemori, maintenant officiellement à la tête des Heike et donc du Japon, part en guerre contre Yoshinaka, et, désireux d'écraser l'important au plus tôt, il s'y rend avec toutes ses forces, laissant pour leurs deux côtés la menace pourtant très tangible constituée par Yoritomo. Mais il enchaîne à vrai dire les erreurs, d'autant plus qu'il pâtit d'une méconnaissance totale du terrain montagnard où s'est retranché Yoshinaka, qui, lui, le connaît sur le bout des doigts. La ruse du sire rebelle s'y ajoutant, les conséquences sont bientôt catastrophiques pour Munemori et ses hommes. Il était parti avec 100 000 guerriers, force considérable, peut-être même inédite, mais 70 000 d'entre eux périssent dans l'expédition contre Yoshinaka, et sans lui avoir fait le moindre mal qui pisait. Munemori, avec les débris de son armée, est contraint de se replier aussi vite que possible sur la ville. La consternation s'accroît toujours un peu plus. Or, Yoshinaka pousse son avantage. En rien désireux de se soumettre à son cousin Yoritomo, il le devance à la capitale, qu'il rallie à marche forcée, et les moines se joignent à lui. Yoshinaka prend ainsi la ville sans la moindre difficulté et contraint à nouveau les Heike à la fuite. Ils emportent avec eux l'empereur, nouveau-né, et les 3 trésors divins associés à la dynastie impériale. Ces régalias sont un miroir, un joyau et un sabre. Ce dernier sera définitivement perdu au cours de la guerre. À les en croire, le pouvoir demeure donc avec eux, jusque dans la fuite. Il est là où ils sont. Mais on est en droit d'en douter. Les citadins, par ailleurs, n'accueillent certainement pas Yoshinaka en libérateur, moines exceptés peut-être. Le Rusto est d'une arrogance qui vaut bien celle des Heike, et ses troupes barbares se comportent dans la ville comme en pays conquis. Bientôt ce ne sont que complots et révoltes, mais Yoshinaka écrase dans le sang toutes les tentatives de soulèvement populaire. Toutefois, l'armée de Yoritomo approche, et le chef des Genji sait très bien que son cousin Yoshinaka, pour avoir défait Munemori, n'est pas pour autant son allié. Il sépare son armée en 2 pour prendre la ville en tenaille. Le sire de Kiso est à son tour contraint de fuir. Il se replie sur le lac Biwa et meurt bientôt à la bataille d'Awazu. Pour prix de son arrogance, une flèche lui arrache la vie, alors même qu'il prenait ses dispositions pour se suicider. Alors que les Genji viennent de prendre la capitale, les Heike ne s'en tirent pas mieux que Yoshinaka. En fait, leurs propres vassaux les refoulent de Kyushu, où ils pensaient trouver refuge. Ils ont pu cependant reconstituer leurs forces, et disposent à nouveau d'une armée de plus de 100 000 hommes. Ils retournent en Honshu, désireux de défaire l'armée des Genji, et concentrent leurs troupes dans le val d'Ichi-no-Tani, forteresse naturelle, non loin de Fukuhara. Ils ne sont guère loin de la ville, qu'ils comptent reprendre rapidement.
Mais une immense bataille a lieu dans le Val, bataille où brille tout particulièrement Yoshitsune, le demi-frère de Yoritomo, qui fait ainsi véritablement son apparition dans le dit des Heike. À l'instar de Yoshinaka, et en fait de Yoritomo, Yoshitsune n'a rien de bien sympathique. Mais c'est un bon meneur d'hommes et un général brillant, surtout caractérisé par son audace, qui va en fait de pair avec son arrogance intrinsèque. Or, cette audace s'avère le plus souvent payante, même si, sur le moment, elle donne l'impression d'une folie pure et simple. Ici, en l'occurrence, Yoshitsune emporte cette bataille décisive en contournant les positions des Heike par la montagne. Il charge avec ses cavaliers en descendant une pente si raide que les Heike avaient jugé qu'un assaut sur ce flanc serait impossible. Aussi n'avait-il pas le moins du monde défendu cette zone. Mais Yoshitsune démontre que c'était faisable. Son audace paye. La suite de la bataille n'est plus guère qu'un sidérant massacre. Les Heike, ou ceux qu'il en reste, sont une nouvelle fois contraints de fuir par la mer, et ici s'achève le livre 9e du dit des Heike, et avec lui un nouvel acte de la saga. Les Genji assemblent à leur tour une flotte pour anéantir celle des Heike, qui errent dans la mer intérieure à proximité de l'île de Shikoku. Et Yoshitsune, une fois de plus, s'accapare la victoire du fait de son audace. Il traverse un détroit en pleine tempête, méprisant les avertissements et les craintes de ses marins, et d'un officier timoré, à ses yeux, mais nous penserions plutôt sage, qui lui en voudra considérablement de cette humiliation, se répandant alors en calomnie contre l'audacieux général, ou du moins est-ce ce qui est ici rapporté. Yoshitsune contourne donc les Heike sans que ceux-ci n'en sachent rien, tant ils espéraient que la tempête leur offrirait un répit, et, les attaquant une nouvelle fois dans le dos, le fougueux général les contraint à rembarquer. Ils tentent à nouveau de fuir, mais cette fois, c'est peine perdue. La flotte des Genji en sens inverse les intercepte, et c'est un nouveau et terrible massacre. C'en est alors fini des Heike dans les grandes largeurs. Mais le dit des Heike ne s'arrête cependant pas là. Il narre en effet comment la discorde s'accroît entre Yoritomo, chef nominal des Genji, et bientôt premier shogun de Kamakura, mettant de facto fin à l'ère Heian, mais en étant suffisamment adroit pour ne pas reproduire les erreurs de Kiyomori. Entre Yoritomo donc et son demi-frère Yoshitsune, l'héroïque et rusé général qui, par son audace, semble avoir décidé à lui seul et à 2 reprises de la victoire ultime de son camp. Les succès de Yoshitsune éveillent sans surprise la méfiance de Yoritomo, et la calomnie y a donc peut-être sa part. Yoritomo tente alors de faire assassiner Yoshitsune. Ce dernier en réchappe in extremis et comprend qu'il lui faut fuir dans le nord. De ce qui se produit là-bas, le dit des Heike ne dit plus rien, mais c'est pourtant à ce moment de sa vie que Yoshitsune, de brillant général qu'il était déjà, mais guère humain par ailleurs, deviendra en outre un véritable héros populaire, à travers une autre œuvre littéraire, le Gikaiki, ou Chronique de Yoshitsune, datant du XIVe siècle, et qui, à son tour, suscitera considérablement d'adaptations, par exemple en pièces de No ou de Joruri. Cependant, l'essentiel du dernier acte du dit des Heike, comme dans ses prédécesseurs le dit de Hogen et le dit de Heiji, consiste en massacres tous plus abominables les uns que les autres. Tous les Heike doivent y passer, hommes ou femmes, vieillards comme enfants, tous, absolument tous. Au mieux, Rokudai, figure tragique ultime de ces derniers développements, pour être protégé par Mongaku qui fait alors son grand retour, n'obtient-il guère en fin de compte qu'un sursis. Yoritomo, après tout, était bien placé pour savoir ce que la faiblesse temporaire de Kiyomori le concernant lui avait en définitive coûté. Il est vrai que le dit des Heike n'est certes pas chiche de mort tragique. Les mises à mort sur le champ de bataille valent bien les exécutions sommaires après coup, et bien sûr il faut y ajouter un nombre considérable, proprement ahurissant même, de suicides. Qu'il s'agisse de se donner soi-même la mort, par exemple en se jetant à la mer, procédé qui revient très souvent, ou de livrer une charge héroïque et absurde pour être massacré de la main de l'ennemi. Un trait culturel en forme de cliché nippon, mais qui décidément en France ne se conçoit pas très bien. Ce n'est à vrai dire pas le seul. Dans le dit des Heike, long ouvrage mettant en scène des figures incompréhensibles, des caractères qui ne le sont pas moins, des comportements proprement insaisissables, enfin, bien loin des attentes d'un lecteur occidental tel que votre serviteur, si elles font par contre probablement partie d'un horizon mental japonais, disons. Et ce, jusque dans la dimension épique du dit, qui, à vrai dire, peut une fois de plus mettre à mal les clichés d'un lecteur français sur le Japon des samouraïs. Par exemple, les duels au sabre sont finalement très rares dans ce long récit, décrivant comment les Bushi ont atteint le sommet de la pyramide hiérarchique du Japon ancien. Les guerriers, ici comme dans les 2 dits précédents, sont avant tout des archers, et c'est au travers de véritables concours de tir à l'arc en plein cœur de la bataille que l'on décide qui est un héros, qui n'en est pas un. Nombre de scènes reviennent sur ce principe et l'illustrent à longueur de page.
Ces combattants, dont on dit souvent qu'à eux seuls ils en valent 1000, n'ont donc pas forcément grand-chose de commun avec notre représentation classique des samouraïs, héritée via les Gekiga et les Shanbara de l'ère Edo quelques siècles plus tard. Mais de manière générale, le comportement héroïque peut souvent paraître incompréhensible à un lecteur tel que votre serviteur, car empruntant à des considérations différentes, voire carrément opposées. Il est ainsi un trait qui m'a considérablement marqué et perturbé, moi personnellement, qui ne comprend de manière générale rien à la gloire. Un trait qui peut paraître anecdotique, même me paraît éloquent à sa manière. Un trait enfin qui m'a renvoyé à d'autres lectures antérieures, dont notamment le Chrysanthème et le sabre de Ruth Benedict, et peut-être plus encore, étrangement ou pas, Mort pour l'empereur, la question du Yasukuni, de Tetsuya Takahashi. Voilà. Le Didaike nous décrit nombre de chefs de guerre efficaces, jusque dans leur ruse et leur audace. Yoshitsune au premier chef, mais éventuellement d'autres, tels Yoshinaka. Ces généraux sont des meneurs d'hommes et de troupes qui rassemblent plusieurs dizaines de milliers de soldats, mais aussi des stratèges. Et si le récit peut sembler leur donner parfois une tendance à l'impulsivité, surtout en ce qui concerne l'ambitieux Yoshitsune d'une confiance en soi à faire peur, globalement ils prennent cependant soin de peaufiner leur plan en tenant compte des circonstances, du terrain, etc. Mais chaque fois ou presque, on trouve des guerriers qui font totalement fi de la stratégie de leur chef, et ce à seule fin d'être les premiers à rencontrer l'ennemi, quitte à prendre des risques inconcevables pour ce faire, risques pour eux, mais peut-être plus encore pour leur camp. Une fois arrivés sur place, ils se présentent devant l'ennemi, généalogie complexe et titre abscons à l'appui, et concluent premier à la bataille de, etc. Ce qu'ils ne sont d'ailleurs pas forcément toujours. D'autres avant eux ayant pu avoir exactement la même idée, auquel cas les retardataires se font moquer et suscitent les plus insultants quolibets. Mais dans tous les cas, ils se font donc massacrer sans avoir pour autant commis de véritables dégâts dans les rangs ennemis, et en ayant par ailleurs mis leur camp en danger, pour la seule gloire d'avoir été le premier là, et parfois même sans obtenir ce résultat donc. Il est vrai que je ne comprends rien à la gloire, mais pour le coup cela m'a donc ramené à l'essai de Tetsuya Takahashi, traitant des soldats japonais morts durant la Grande Guerre de l'Asie et du Pacifique. L'auteur avançait qu'ils cherchaient tout bonnement à mourir. Pas seulement qu'ils y étaient prêts, mais qu'ils le cherchaient vraiment, pour la gloire et l'intégration aux listes du Yasukuni, ce qui me paraissait constituer un fâcheux problème pour l'état-major nippon, à se demander comment il pouvait espérer gagner des batailles. Bizarrement, cette fois, en m'éloignant du Japon pour le coup, c'est à l'ouverture du film Patton que je pense. Le discours du fameux général américain s'ouvrant sur cette remarque pleine de bon sens, je cite de mémoire, aucun soldat n'a jamais gagné une guerre en mourant pour son pays. Le soldat gagne la guerre en faisant en sorte que ce soit le soldat d'en face qui meurt pour son pays. En fait, des pro-Yasukuni de divers ordres issus de la droite japonaise contestaient justement l'essai de Tetsuya Takahashi sur ce point, disant qu'il était absurde de prétendre que les soldats japonais cherchaient à mourir. On serait tenté de le croire, mais pour le coup, des fois, on doute quand même. Et en fait d'absurdité, certes, le contexte des années 1930 et 1940 n'était pas le même, pas du tout, et le Shinto d'État notamment avait considérablement changé la donne. Mais le Didaike occupant une place non négligeable dans la culture de base du soldat nippon, j'imagine. On en revient en fait à la question du suicide, esquissée plus haut. Dans le Didaike, au milieu de toutes ces batailles, trahisons, exécutions sommaires, etc., le nombre de personnages qui se suicident pour une raison ou une autre, directement ou en se précipitant sur l'ennemi comme dans les scènes décrites à l'instant, est tout de même très conséquent. Au point que je me demande parfois si ce suicide altruiste à la Durkheim ne serait pas encore plus meurtrier que les combats en eux-mêmes. J'exagère à peine. Sans doute me faut-il lire La mort volontaire au Japon, célèbre essai de Maurice Pinguet, qui devrait pouvoir apporter quelques réponses. C'est prévu, bientôt probablement. Cela dit, s'il est un particularisme nippon, mais pour partie hérité de la Chine via le confucianisme, qui rend la lecture du Didaike passablement difficile, et c'était déjà le cas dans le dit de Hogen et le dit de Heiji, mais l'ampleur tout autre de la présente œuvre met davantage encore en évidence cette difficulté, c'est à n'en pas douter sa tendance, surtout dans les chapitres dits de dénombrement, mais aussi bien souvent ailleurs, à dresser des listes parfaitement imbitables et interminables de fonctionnaires au titre ronflant autant qu'hermétique, sans doute rendues plus complexes encore en impliquant des hiérarchies parallèles, les rangs, les entrées, etc., et qui plus est infestées de longues généalogies. Oui, c'est une difficulté non négligeable, sérieusement. Car, pour le dire sur un ton badin, oui,
Il y a de quoi se paumer entre les grands officiers du troisième rang des ministres de la gauche 7e religieuse, avec 59e niveau des entrées de la troisième résidence secondaire du nouvel empereur triplement retiré, d'une part, et les 7e et 8e gardes des écuries de la droite au 8e,64e rang des accès à la niche du 7e cabot dérivé du troisième neveu du moine de la loi anticipée, d'autre part. Alors qu'ils n'ont rien à voir, comme de juste, hein. Mais c'est pire encore quand il faut déterminer qui de ces deux camps est l'allié du septième fils du troisième sous-directeur de l'hacienda du secteur sud les jours impairs où il ne pleut pas trop. D'autant que le Didaeke navigue sans cesse entre ses titres, changeant, et entre les noms des personnages qui les portent, changeant eux aussi. Et c'est dur. Et lassant. Au point parfois où il vaut mieux remiser de côté le pavé pour quelque temps, de crainte de succomber à une overdose, et ce même si le retour n'en sera parfois que plus hermétique, le lecteur un peu trop distrait courant le risque d'oublier d'ici à la reprise telle titulature qu'il croyait avoir enfin percé à jour. Or il serait très regrettable de s'arrêter là, parce que le Didaeke est bien la grande œuvre que l'on dit. Elle bénéficie régulièrement d'un souffle épique admirable, et pas uniquement dans les scènes de bataille d'ailleurs. Mais elle a aussi une beauté poétique tout à fait saisissante, et finalement bien rendue par la traduction, certes délibérément contournée et archaïsante, de René Sieffert. Entre deux dénombrements de fonctionnaires, on peut en effet se régaler de moments d'intense poésie, et qui n'en sont que plus fascinants. L'auteur anonyme du Didaeke au XIIIe siècle, ou ses auteurs anonymes, ou l'auteur et les moines biwa qui l'ont ensuite colporté oralement, etc., nous réservent en effet bien des témoignages de leur attention formelle, qui participent bien sûr de l'inscription du Didaeke dans un registre romanesque, tranchant sur la seule évocation historique des faits à la façon d'une chronique sèche et froide. Voyez par exemple ce paragraphe sur lequel se conclut le livre 7e. Au lever du jour, l'on mit le feu au palais de Fukuhara, et tous, à commencer par le souverain, s'embarquèrent. Moins certes qu'à l'heure de quitter la capitale, là non plus ce ne fut sans regret. La fumée du soir des algues que brûlent les sauniers, la voix du daim de la colline qui brame au point du jour, le bruit des vagues qui battent la grève, le rayon de lune qui se repose sur la Manche, le cri strident du grillon dans les mille herbes, de tout ce qui touche l'œil ou frappe l'oreille, il n'était rien qui ne suscitât leur émotion, ni ne poignît leur cœur. Hier ils étaient 100 000 cavaliers, morts contre morts au pied de la barrière de l'Est. Aujourd'hui ils étaient 7 000 hommes, qui avaient largué les amarres sur les vagues des mers de l'Ouest. Silencieuse était la mer de nuages, et déjà le ciel s'obscurcissait. Sur les îles désolées s'étendait la brume du soir, sur la mer voguait la lune. Les vaisseaux qui allaient fendant les vagues à l'horizon, entraînés par les flots, semblaient glisser sur les nuages en plein ciel. Ainsi coulaient les jours, et déjà monts et rivières les séparaient de la ville, par-delà les nuages. Lorsqu'il songeait à la distance parcourue, seuls inépuisables étaient les larmes. Voyait-il à la surface des vagues une troupe d'oiseaux blancs qu'il se demandait ému si c'était ceux-là à qui Adiwara, le poète, adressait son appel, ceux à qui l'on donnait le nom évocateur d'oiseaux de la capitale. Le 25 de la 7e lune de l'an 2 de Juhei, les Heike, pour toujours, avaient quitté la ville. C'est l'occasion de remettre au centre du dit qui leur est consacré les Heike et leur sort tragique. Tragique est le mot, et qu'importe au fond l'arrogance de Kiyomori, même si ce destin avait quelque chose d'une justice, or c'est sans doute plus compliqué que cela, il n'en serait pas moins profondément émouvant. Il est vrai que l'on pleure beaucoup dans le Didaeke, et les Bushi ne réservent pas cette démonstration d'affectivité aux seules femmes, ils sont tout aussi nombreux à mouiller leurs manches à tel spectacle, à telle pensée. C'en est au point, à vrai dire, où le vieux roman japonais semble présager le romantisme européen le plus lacrymal. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est que le Didaeke, ce n'est pas que des batailles, et que la dimension épique du cycle passe aussi par l'évocation systématique d'une profonde douleur, laquelle s'associe au sous-texte moral voire religieux pour créer en définitive une œuvre-monde, comme telle, d'autant plus fascinante. Le Didaeke est une lecture ardue, qui se mérite, mais qui en vaut assurément la peine.